Parfait. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui ensemble, hein, on a une heure ensemble. On va parler donation et succession pour les Français qui sont ici aux États-Unis. Aujourd'hui avec moi, hein, j'ai la chance d'avoir Olivier, qui est mon associé, qui est également CPA et expert comptable, et qui va pouvoir aborder tous ces sujets de fiscalité qui sont propres à une succession internationale pour les personnes, soit qui sont ici aux États-Unis, soit les personnes également franco-américaines ou en carte verte qui sont en France. Alors, on a une heure ensemble aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera d'y répondre. Sinon, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on les reverra bien sûr après le webinaire et on vous répondra de façon personnalisée. Voilà, je pense qu'on est bon. Olivier, je te donne la parole. Merci Adrien. Donc, comme on l'a évoqué, aujourd'hui, nous allons discuter. Adrien vous parlera tout à l'heure de nos services à USA France, France Financial Group. Là, ça va être un petit peu dense, donc on vous prévient. Il va falloir bien suivre. Ça va être un petit peu dense. Le but, c'est d'essayer un petit peu de faire sous forme d'exemple pour voir un petit peu dans quelle situation vous allez pouvoir être aujourd'hui ou dans le futur, puisque le but, c'est de parler de la succession et des successions et des donations à la fois du côté français, mais également du côté américain. Donc, on va parler d'un exemple d'une famille qui est la famille Lefort, qui est franco-américain, mais on va aussi leur faire évoluer leur situation en fonction des cas de figure. De temps en temps, ils seront français, de temps en temps américains, de temps en temps franco-américains. Ils sont installés aux États-Unis depuis 13 ans. Ils vivent en Californie, à San Francisco, avec un patrimoine à la fois immobilier français-américain, mais également un patrimoine en termes de mobilier, d'actions du côté américain et du côté français. Donc, le but, un petit peu pour cette famille fort, c'est de pouvoir comprendre et s'organiser dans le cadre des donations et successions entre nos deux pays. Donc, n'hésitez pas à prenez vos questions, à écrire et on essaiera d'y répondre. Alors, soit au fur et à mesure dans le chat ou alors on y répondra à la fin. Sinon, on prendra vos coordonnées, vous nous enverrez au niveau de vos coordonnées. Donc, quand on parle de fiscalité franco-américaine, il faut toujours d'abord essayer de comprendre les bases dans ce cadre-là, entre la fiscalité française et la fiscalité américaine. Tout d'abord, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand on parle de succession et donation, on parle de domicile fiscal. Attention, on a une notion de résidence fiscale qui, elle, concerne la notion d'imposition sur les revenus du travail et du patrimoine, et on a la notion de domicile fiscal qui, elle, concerne l'imposition sur les successions et donations. Donc, on peut tout à fait demain être considéré comme étant résident fiscaux américain. Qu'est-ce qu'un résident fiscal? Je vous rappelle, c'est une personne qui soit à passeport américain ou carte verte, ou alors qui passe en moyenne 183 jours par an aux États-Unis. Donc, de ce fait, il est automatiquement résident fiscal américain. Mais une personne qui va être domiciliée fiscalement aux États-Unis, elle pourra être non domiciliée fiscalement aux États-Unis d'un point de vue sur les successions et donations, mais résidente fiscale américaine parce qu'elle passe plus de 6 mois aux États-Unis. Donc, la notion de domicile fiscal aux États-Unis, c'est une notion qui est un petit peu plus subjective. Autant pour la notion de résidence fiscale pour l'impôt sur le revenu, c'est vraiment la notion de présence physique ou parfois la notion d'immigration. La notion de domicile fiscal aux États-Unis, elle est simple. C'est est-ce que j'ai l'intention de rester sur le long terme aux États-Unis? C'est vraiment cette notion d'intention qui va être très, très importante dans ce cadre-là. Donc, c'est pour ça que souvent, le fait d'avoir un visa de travail, vous habitez aux États-Unis avec un visa de travail, vous êtes là de façon temporaire. Vous n'avez pas l'intention de rester, même si vous le souhaiteriez, puisqu'en fait, vous n'avez pas de carte verte. Donc, vous êtes là vraiment sur une durée qui est très courte. Donc, dans ce cadre-là, si vous avez un visa de travail et que vous êtes résident fisco-américain, donc vous êtes redevable de payer vos impôts sur vos revenus mondiaux d'un point de vue des revenus, au niveau des successions et des donations, vous serez ce qu'on appelle non domicilié fiscalement aux États-Unis. Attention, vous verrez l'impact, non domicilié fiscalement aux États-Unis, donc taxable uniquement sur votre patrimoine américain, sur les successions et donations, mais attention, il y aura des abattements qui seront beaucoup plus bas. En revanche, le fait d'avoir une carte verte, ou parfois même le fait de demander votre carte verte, prouve que vous avez l'intention de rester sur le sol américain, et de ce fait, vous serez considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, ça veut dire que là, vous bénéficierez de tous les abattements auxquels ont droit un domicilié fiscalement aux États-Unis. On en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais je vous rappelle, un abattement, quand on est domicilié fiscalement aux États-Unis, l'abattement est de 13 990 000 $ sur son patrimoine mondial. Donc, bien comprendre en fait cette notion-là, vraiment la notion de domicile fiscal. J'ai une carte verte.
Si je suis citoyen américain, peu importe, n'oubliez pas où j'habite dans le monde, on a une notion qui s'appelle la notion de saving clause. Je serai toujours considéré à la fois résident fiscal américain et également domicilié fiscalement aux États-Unis au regard de l'imposition sur les successions et sur les donations. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, attention, ne confondez pas domicile fiscal et résidence fiscale. On a trop souvent tendance à penser, à confondre les deux et en se disant, j'habite aux États-Unis, je suis résident fiscal américain, je paye mes impôts sur mes revenus mondiaux, donc on a automatiquement sur les successions de donations, j'aurai un abattement de 13 990 000 $. Non, 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 attention, si vous avez un visa de travail, vous n'aurez pas le bénéfice de cet abattement puisque vous ne serez pas considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, bien faire attention à cette partie-là. En France, la notion est beaucoup plus simple. La notion de résidence fiscale est la même en termes, plus ou moins en termes de la résidence fiscale, en termes d'imposition sur le revenu, des revenus, et également en termes de succession et donation. Souvent, le fait d'être résident fiscal français va automatiquement déclencher la résidence également pour l'impôt sur les successions et donations. On vous verra après, il y a quand même un critère, le critère des 6 années qui va prédominer. Maintenant, attention, il faut savoir que, je vous l'ai évoqué, convention fiscale, elle est importante. Quelle est la convention fiscale? On a une convention fiscale qui a été signée entre nos deux pays, entre la France et les États-Unis. Il faut savoir il y a que 16 pays dans le monde à avoir signé une convention fiscale sur les successions et donations avec les États-Unis. La France en fait partie. Je vous en parlerai après, mais il y a des vrais avantages fiscaux dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Et notamment, une des clauses qui sera importante de connaître dans ce cadre-là, c'est l'article 4 de la convention fiscale franco-américaine. Qu'est-ce qu'elle va dire, cet article 4? C'est elle qui va définir la notion de domicile fiscal et de résidence fiscale. Parce que vous allez pouvoir vous retrouver dans une situation où, d'un point de vue interne, je suis considéré comme étant résident fiscal pour l'impôt sur les successions et donations en France, domicilié fiscalement également sur l'imposition sur les successions et donations des États-Unis. Et dans ce cadre-là, c'est la convention fiscale qui va être déterminante parce que c'est elle qui va dire où je suis considéré comme étant domicilié fiscalement au regard des successions et des donations. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, le critère français est assez important parce qu'en fait, dans le critère français, il y a deux critères au niveau du domicile fiscal en termes de successions et donations. Premier critère, on va regarder où est située la personne qui donne ou la personne qui décède. Si cette personne est résidente fiscale française, on va dire, dans ce cadre-là, l'intégralité de son patrimoine mondial va être taxée en France. En revanche, si cette personne est située dans un autre pays, elle est résidente fiscale d'un autre pays, ça peut être, je vais dire, hors États-Unis, par exemple, on va regarder où est le bénéficiaire. Et c'est ça qui est un petit peu la grosse divergence de notion de résidence fiscale et de domicile fiscal entre la France et les États-Unis, parce que aux États-Unis, vous allez voir, on regarde uniquement où est le donateur et où est le défunt. C'est ce qui va définir le critère de domicile fiscal. En France, on ne va pas regarder uniquement où est le donateur ou le défunt, on va regarder où est le bénéficiaire. Si le bénéficiaire est résident fiscal français et qu'il a été pendant plus de 6 ans, attention, sur l'intégralité de sa quote-part qu'il va percevoir du défunt ou du donateur, il sera redevable de payer un impôt sur son patrimoine mondial en France, sur la quote-part qui lui reviendra. Ça, c'est en droit interne, attention. Donc, en droit interne, imaginons que j'ai pas de convention fiscale, j'habite aux États-Unis, j'oublie qu'il y a une convention fiscale, je fais une donation à mon fils qui habite en France. On pourrait dire vis-à-vis de la France, non, c'est que du patrimoine américain. Le droit français va dire, comme le bénéficiaire est en France, sur sa quote-part qui lui revient, imaginons j'ai 2 enfants, un qui habite aux États-Unis, un qui habite en France, sur la quote-part qui lui revient, il devrait y avoir un impôt à payer du côté français. Mais en revanche, attention, sachez également aussi qu'en France, théoriquement, normalement, c'est le bénéficiaire qui paie l'impôt sur les donations et successions aussi, ça, il faut le connaître. Du côté américain, je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est où est la personne qui donne et où est la personne qui décède. Si cette personne est domiciliée fiscalement aux États-Unis, l'intégralité de son patrimoine mondial sera taxable aux États-Unis avec l'abattement des 13 990 000 $. Ça, c'est critère de référence et c'est ce donateur ou ce défunt qui a la charge de l'impôt. C'est pas le cas en France, mais c'est ce donateur ou ce défunt qui a la charge de l'impôt. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on va regarder une notion de l'intention d'y rester du côté américain. Donc, bien le comprendre, on peut se retrouver dans une situation où on va être non résident fiscal français, mais également non domicilié fiscalement aux États-Unis. Certains d'entre vous, vous avez peut-être aujourd'hui un visa de travail, vous habitez aux États-Unis, vous êtes redevable de payer vos impôts sur les revenus mondiaux au niveau des revenus et du patrimoine.
En revanche, de par votre visa, vous êtes non domicilié fiscalement aux États-Unis, donc non redevable de payer votre imposition sur le patrimoine mondial, sur les successions et donations aux États-Unis. Et en France, vous n'êtes pas résident fiscal français, donc vous êtes dans une situation où vous n'êtes, au regard des successions et donations, résident d'aucun des deux pays. Ce qui parfois peut être bénéficiaire et dans d'autres cas peut être un handicap, notamment du côté américain, parce que je n'ai pas le droit de 13 990 000 $. Ce qui va être important, c'est vraiment cet article 4 de la Convention fiscale franco-américaine. Cet article 4 va vraiment prédéterminer où je vais être. Parce que là, dans mon cas où je vous évoquais tout à l'heure, imaginons, je suis, dans mon cas de figure à moi, je suis résident fiscal américain. Mon fils habite en France, il est résident fiscal français. Normalement, en droit interne français, mon fils devrait être redevable de payer un impôt sur les successions et donations sur ce que je vais lui transmettre, ce que je vais lui donner. Imaginons que c'est que des liquidités américaines, il devrait payer un impôt sur les donations et successions en droit interne. En droit américain, en droit interne, moi étant résident domicilié fiscalement aux États-Unis, titulaire d'un passeport, je devrais également déclarer cela aux États-Unis. L'article 4 va dire c'est uniquement le lieu du donateur ou du défunt qui va être prédéterminant. C'est-à-dire que si certains d'entre vous, même si vous avez des enfants qui sont bénéficiaires, qui habitent en France, c'est la fiscalité américaine, dans le cas de l'article 4, qui va être prédéterminante. On parlera des exceptions tout à l'heure, notamment si on a de l'immobilier en France. Dans tous les autres cas de figure, je serai redevable de payer mes impôts sur les successions et donations uniquement aux États-Unis. Là aussi, souvent, je vois des confusions où on va appliquer le droit interne en France. Attention, la convention fiscale va au-delà des droits internes. Donc, la convention fiscale dit je suis taxable dans le lieu de domicile de la personne qui donne et non pas dans le lieu de domicile du bénéficiaire. Donc, le droit conventionnel va au-delà des droits internes. Hein. Bien comprendre cette notion-là parce que souvent, on a tendance à la méconnaître. Donc, dans ce cas de figure-là, je souhaite effectuer un don en argent. Tout d'abord, quelles sont les règles applicables en France et aux États-Unis? Alors, je vais passer assez vite parce qu'on parle moins de fiscalité, mais n'oubliez pas qu'en France, on a un acte de transmission qui va être important. Dans certains cas, c'est un acte juridique, notamment dans le cas d'un acte immobilier. Dans le cas d'une donation d'argent, c'est plutôt un acte fiscal que l'on va faire auprès des autorités fiscales françaises. Hein. C'est important de faire état de cette donation. On aura ce consentement, on aura le type de bien à définir, bien évidemment, et on a un certain nombre de règles à respecter de ce côté-là. Hein. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, attention entre la différence entre les États-Unis et la France. Normalement, en droit français, c'est censé être le bénéficiaire qui paye l'impôt sur les donations et successions, alors qu'en droit américain, c'est la personne qui donne ou qui décède. Donc aux États-Unis, on a ce qu'on appelle la gift tax, c'est un impôt sur les donations. On a l'estate tax, qui est l'impôt sur les successions, et on aura le droit à l'exclusion annuelle, un abattement annuel, on y reviendra en détail tout à l'heure, qui est aujourd'hui de 13 990 000 $. Alors, vraisemblablement, hein, si la proposition de budget passe auprès du Sénat, cet abattement passera à 15 millions. Alors, quand on parle, c'est un abattement sur l'intégralité de ce patrimoine. On ne parle pas par bénéficiaire. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la personne qui donne ou qui décède qui paie l'impôt. Donc, du coup, l'abattement sera sur l'intégralité de son patrimoine. Donc, lorsqu'on est un couple, hein, on fait x2, bien évidemment. Donc, on a quand même des exonérations qui sont assez intéressantes. Hein. Là, maintenant, on va parler dans un premier temps de l'imposition du vivant. Après, on va parler de l'imposition au décès, ce qu'on appelle l'imposition sur les successions. Hein, d'abord, on va parler de l'imposition. Qu'est-ce qui se passe si demain, je fais des donations? Hein, donation, n'oubliez pas, par principe, vous savez, je le fais quand moi, je suis en vie. Donc, le premier cas de figure, j'habite aux États-Unis et j'effectue une donation à mes enfants. Quelle sera la limite de cette donation-là? Comment ça va se passer si je suis, dans un premier cas de figure, domicilié fiscalement aux États-Unis? Alors, quand je dis foyer fiscal, hein, pensez bien, domicilié fiscalement aux États-Unis. Je suis domicilié fiscalement aux États-Unis. Je ne suis pas du tout résident fiscal français, juste domicilié fiscalement aux États-Unis, parce qu'on peut être dans le cas de figure, on sera des deux côtés. Si on a un passeport américain et on vit en France, on en parlera après. Donc, dans ce cas de figure-là, si je donne des biens qui sont situés aux États-Unis à mes enfants, comment ça va se passer? Donc, notamment des biens mobiliers, par exemple. Hein, des biens mobiliers, ce sont ce qu'on appelle des meubles ou de l'argent ou autres. Aux États-Unis, vous avez le droit, la possibilité de donner par année 19 000 $ par personne. Vous savez qu'en France, c'est souvent, il y a un lien de parenté qui est important en France, en fonction du lien de parenté. Aux États-Unis, on donne à qui on veut déjà. Ça, c'est le grand principe qu'il y a. Une grande différence qu'il y a juridiquement entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, vous donnez à qui vous voulez. En France, vous pouvez donner à qui vous voulez, mais en droit légal, il y a la réserve héréditaire quand même. Et en plus de cela, plus vous donnez à des gens éloignés, plus vous payez une fiscalité plus lourde. Aux États-Unis, il n'y a pas ce principe-là. Donc, aux États-Unis, vous pouvez donner chaque année à qui vous voulez 19 000 $. Donc, quand vous êtes un couple, ça fait 38 000 $. Donc, ça peut être enfant, petits-enfants, comme vous voulez, sans avoir à déposer de déclaration du côté américain.
bien important de connaître. Si je donne plus que 19 000 $ au cours d'une année, dans ce cas-là, je vais devoir faire une déclaration de donation sur le formulaire qu'on appelle le formulaire 709. Hein, c'est celui qu'on le dépose dans les mêmes délais que quand on dépose sa déclaration fiscale annuelle. Donc, je fais une donation en 2025. Je vais devoir la déposer au 15 avril 2026 ou au 15 octobre 2026 si je fais une déclaration. Et dans ce cadre-là, si ma donation est donc supérieure à 19 000 $, je vais commencer à consommer une partie des 13 990 000 $ auxquels j'ai le droit de mon vivant jusqu'à mon décès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais une donation de 10 millions de dollars, à mon décès, j'aurai plus que 3 990 000 $ d'exemption que je pourrais transmettre. Donc, je vais devoir déposer cette déclaration-là. Et au-delà des abattements de 13 990 000 $, l'impôt atteint rapidement 40%. Hein, donc, bien comprendre ce système-là de fiscalité dans ce cadre-là. 19 000 $. Donc, n'hésitez pas, si quand vous habitez aux États-Unis, à faire cette donation-là. Il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de déclaration particulière. C'est toujours bien de faire un petit papier quand même pour le faire, en faire état. Mais il n'y a pas de déclaration du côté américain. On parlera du côté français quand même, ce qui est quand même assez important dans ce cadre-là. Donc maintenant, quel est l'acte fiscal? Si là, je suis à l'inverse. J'habite en France, je suis résident fiscal français, domicilié fiscalement en France et je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis. Et dans ce cadre-là, j'ai des biens situés aux États-Unis. Là, du coup, je suis non domicilié, j'ai plus le droit d'abattement. Donc attention, quand vous avez, si certains d'entre vous êtes non domiciliés fiscalement aux États-Unis, j'insiste bien, si vous avez par exemple un visa et que même si vous êtes redevable de payer vos impôts sur vos revenus sur le patrimoine mondial aux États-Unis, sur l'impôt sur les successions et donations, si vous faites des donations aux États-Unis, vous n'aurez plus l'abattement des 13 990 000 $. Et dans ce cadre-là, on aura juste l'abattement des 19 000 $. Et là, pareil, on atteint vite 40%. Donc là aussi, attention, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, des donations en cash d'un non domicilié fiscalement, si vous faites une donation de cash qui est d'un compte en banque situé aux États-Unis, alors que vous êtes non domicilié fiscalement aux États-Unis, il y aura un impôt sur les donations. Donc, attention, c'est pas le cas quand c'est le décès, quand on laisse des comptes en banque au décès, mais c'est le cas quand on fait des donations. Donc, attention à cette notion-là, parce que souvent, on a tendance à dire, tiens, je vais faire des donations, mais si on est sur 19 000 $ et qu'on n'est pas domicilié fiscalement aux États-Unis, il peut avoir une conséquence fiscale assez importante. Donc, il faut bien l'anticiper, il faut bien y réfléchir sur cette partie-là. Donc, dans ce cas de figure-là, la personne, j'habite en France, eh ben, je vais devoir non seulement payer un impôt aux États-Unis, mais il va falloir que je rattache cette donation que j'ai effectuée sur ma déclaration française selon les règles françaises. On évitera la double imposition. De mon impôt français, je déduirai l'impôt que j'ai payé aux États-Unis. Mais attention, aux États-Unis, hein, ça peut faire mal parce qu'on a donc un formulaire à déposer et un impôt qui peut être assez conséquent quand c'est ce cas. Maintenant, on est dans un cas de figure où je suis des deux côtés. C'est-à-dire que je suis citoyen américain, n'oubliez pas, saving clause, peu importe où j'habite dans le monde, je suis redevable de payer mes impôts sur revenus et sur mes successions et donations aux États-Unis, mais j'habite en France. Donc là, c'est la seule cas de figure dans le cas des conventions fiscales où on peut être résident de deux pays. Donc là, en fait, c'est le lieu de source des biens qui va prédominer. Si le patrimoine, par exemple, c'est du patrimoine immobilier situé aux États-Unis, je vais d'abord payer mon impôt aux États-Unis. Et après, quand je vais faire ma déclaration de résident en France, parce qu'en France, je vais devoir déclarer mon imposition sur mon patrimoine mondial, je vais déduire l'impôt américain que j'ai payé, donc l'impôt français. En général, on ne paye pas très peu d'impôts aux États-Unis, puisqu'on a un abattement de 13 990 000 $, fois 2, ça fait quasiment 28 millions de dollars. Donc, on va se retrouver dans une situation où, attention, si certains d'entre vous, à un moment donné, vous souhaitez rentrer vivre en France, même si vous êtes citoyen américain, habitant, vivant en France, vous serez redevable de payer votre succession et donation sur votre patrimoine mondial, y compris le patrimoine américain. Hein, j'ai trop souvent des gens qui me disent ah bah voilà, je rentre dans un mois où je suis rentré et qu'est-ce qui va se passer, et en fait on s'attache souvent à réfléchir à l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais être en France, comment je vais être taxé sur l'impôt sur le revenu. On oublie totalement que on est redevable de payer son impôt sur les successions et donations sur son patrimoine mondial. On base un système à 13 990 000 $ d'abattement, un système on a 100 000 €. Donc attention à cela. Donc là on est dans le cas de figure où inverse, où je vous évoquais tout à l'heure. Je suis ni résident, ni domicilié fiscalement en France, parce que j'habite plus en France. Je suis ni domicilié fiscalement aux États-Unis, puisque j'habite aux États-Unis, mais j'ai un visa de travail, donc je serai considéré comme non domicilié pour les successions et donations. Là, dans ce cadre-là, je vais être imposable dans chacun des deux pays. Et malheureusement, la convention fiscale ne s'appliquera pas. Il va falloir faire attention tout à l'heure, parce que la convention fiscale peut donner un certain nombre d'avantages, mais il faut être domicilié fiscalement dans un des deux pays. Là, je serai un peu apatride fiscalement d'un point de vue succession-donation. Donc, ce qui est en France, je vais payer en France, ce qui est aux États-Unis, je vais payer aux États-Unis. Donc là, attention, parce que du côté américain, je viens de vous l'évoquer, la fiscalité peut être assez lourde quand on est non domicilié fiscalement aux États-Unis, puisque c'est 19 000 $ d'abattement uniquement par an. Et au-delà, je parle du vivant, les donations sont taxées à 40%. Donc, bien comprendre cet aspect-là. Maintenant, je souhaite donner un bien immobilier
Et donc, dans ce cadre-là, ce bien immobilier, il est situé en France. J'habite à San Francisco, ce bien immobilier est situé en France. Qu'est-ce qui se passe? Il faut bien comprendre une règle en termes de fiscalité de donation et succession. C'est, en règle générale, vous êtes taxable sur les successions et donations dans votre pays de domicile fiscal. J'habite en France, je suis taxable sur mon patrimoine immobilier en France. J'habite aux États-Unis, je suis taxable sur mon patrimoine immobilier aux États-Unis. Une des seules particularités, c'est si j'ai de l'immobilier qui est situé dans l'autre pays. Donc, j'ai un bien immobilier en France, j'habite aux États-Unis. Sur ces biens immobiliers, dans le cadre de la convention fiscale et en un droit interne français de toute façon, je serai toujours redevable de payer un impôt sur les donations et successions. Donc, dans mon cas, moi, je souhaite transmettre à mon fils un bien immobilier en France. Je vais devoir, premièrement, en tant que domicile fiscal aux États-Unis, déclarer, acter cette donation en France. Je vais passer par un notaire, je vais faire un acte notarié. Je vais avoir le droit à un abattement si c'est mon fils en ligne directe à 100 000 euros. Donc, quand on a un compte, c'est 200 000 euros. Et au-delà, je serai redevable de payer l'impôt sur les donations en France. Attention à ce genre de choses. Donc, une des façons d'optimiser, on va en parler après, c'est d'avoir recours à la nue propriété pour la partie française. Mais souvent, le débat ne sera pas du côté américain parce qu'aujourd'hui, mon patrimoine est inférieur à 13 990 000 $ mondial. Donc, je sais que je n'aurai pas d'impôt sur les successions donations. En revanche, en France, comme je l'ai évoqué, je vais être taxable, il n'y aurait que 100 000 euros d'abattement tous les 15 ans. Donc, il va falloir, dans ce cadre-là, optimiser du côté français et penser à donner du côté français. Donc, maintenant, je suis dans le cas de figure où, autre cas de figure, j'habite aux États-Unis, toujours à San Francisco, donc je suis domicilié fiscalement aux États-Unis. J'aimerais, là, de ce fait, toujours donner ce bien immobilier en France. Donc, on a évoqué tout à l'heure, une fois que j'ai rempli mes déclarations relatifs à la donation en France. Donc, j'ai eu un abattement de 100 000 euros et je paye un impôt sur les donations françaises au-delà. N'oubliez pas qu'en tant que domicilié fiscalement aux États-Unis, je suis redevable de déclarer et de payer un impôt sur mon patrimoine mondial de donations et successions. Donc, dès lors que cet immobilier dépasse 19 000 $, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, je vais devoir le déclarer sur ma déclaration de donation aux États-Unis. C'est le formulaire 709. Sauf que l'avantage qu'il va y avoir dans ce cas de figure-là, je vais avoir le droit, comment dirais-je, un abattement de 13 990 000 $. Donc, j'ai commencé à consommer ces 13 990 000 $, mais j'ai une obligation de le déclarer. N'oubliez pas, là aussi, trop souvent, j'ai l'erreur, on pense, ce qui est en France, c'est fait en France, que les États-Unis, c'est aux États-Unis. Non, non. Tout le patrimoine mondial, immobilier, peu importe, doit être déclaré aux États-Unis. La seule différence, c'est que tout ce qui est immobilier en France, je vais devoir d'abord payer un impôt en France, mais après, je vais devoir tout redéclarer aux États-Unis et je vais consommer mes 13 990 000 € d'abattement. Si par hasard, je les ai consommés et je suis au-delà, l'impôt que j'ai payé en France sera déductible de l'impôt sur les donations du côté américain. En revanche, si je suis considéré non domicilié fiscalement aux États-Unis, j'aurai pas ce formulaire à remplir. Là, ce sera un formulaire de 3520 dont on parlera tout à l'heure, qui est le formulaire des non-résidents au niveau de l'impôt sur le revenu et des donations. Et là, on en revient justement quand on parle de transmission. Comment je peux faire? Parce que souvent, finalement, le débat est à la fin de se dire, du côté américain, du côté mondial, je suis en dessous de 13 990 000 $. Donc finalement, j'ai pas besoin, entre guillemets, d'optimiser fiscalement. Par contre, j'ai de l'immobilier en France. Qu'est-ce que je peux faire en France pour optimiser? Et il y a un outil que beaucoup de gens utilisent en France, c'est ce qu'on appelle le démembrement. Donc, le démembrement, en gros, c'est que j'ai la propriété d'un bien, je le découpe en deux. Il y a le nu propriétaire, donc la personne qui est propriétaire du bien, et l'usufruitier, qui est la personne des droits d'occuper le bien, de toucher le revenu tant qu'il est vivant. Et à son décès, la nue propriété et usufruit deviennent la pleine propriété, et donc le nu propriétaire récupère l'intégralité du bien et est propriétaire à 100%. L'avantage que l'on a en droit fiscal français, c'est que quand on donne une propriété et donc on conserve l'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier. Il n'y a pas d'impôt sur les successions et donations à payer à ce moment-là. Donc, ce qu'elle revient à dire, c'est que le seul impôt que je vais devoir payer, c'est l'impôt sur la nue propriété. Donc, plus je le fais jeune, plus c'est intéressant. Et là, vous avez la table. Par exemple, aujourd'hui, entre 41 ans et 50 ans, si demain j'ai un bien immobilier en France qui vaut 1 million d'euros, ce bien immobilier, je vais le donner à mon fils, puisque je suis entre la tranche d'âge en tant qu'usufruitier, entre 41 et 50 ans, je vais le donner pour une valeur de 400 000 €. Donc, imaginons que je suis marié, donc 400 000 €, j'ai un fils, j'ai un abattement de 200 000 €, 100 000 fois 2, donc je serai taxable sur 200 000 €, mais le reste, j'aurai jamais rien à payer. Mon fils, à mon décès, les fameux 600 000 € de différence, il n'y aura jamais d'impôt sur les transmissions et successions à payer à son décès. Et c'est le vrai enjeu du démembrement. C'est pour ça que beaucoup de gens utilisent
et utilisez-les, pensez-le à l'utiliser parce que c'est vraiment un vrai avantage fiscal en termes de transmission en France. Plus on le fait jeune, moins ça coûte cher, plus on optimise. Bon, il y a aussi des outils qui vous permettent de garder le contrôle, parfois le casier du fruit, parfois le mettre dans une SCI également, qui permet de garder un contrôle supplémentaire si vous souhaitez vendre ce bien immobilier à un moment donné ou à un autre, mais pensez l'utiliser. Et le vrai avantage également, c'est que du côté américain, cette partie-là va être considérée en fait comme ce qu'on appelle du life estate. Donc en fait, pour le droit américain, ça va être considéré comme étant un droit futur. Je vais devoir déclarer ce droit-là au moment où je le donne, c'est-à-dire qu'en fait, je vais devoir faire une déclaration de donation aux États-Unis, déclarer cette nue propriété, mais je vais déclarer comme un gift of future interest. Et à mon décès, je vais devoir déclarer l'intégralité de cette valeur au moment du décès, moins la donation que j'aurais effectuée dans le passé. Mais le fait de déclarer cela sur ma déclaration de succession va me permettre de bénéficier de ce qu'on appelle un step-up. Grosse chose à connaître d'un point de vue américain, c'est qu'aux États-Unis, quand vous transmettez de votre vivant un bien pour lequel il y a une plus-value latente, malheureusement, on n'appure pas la plus-value. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un bien immobilier que j'ai acheté 500 000, il en vaut 1 million. Je vais payer des droits sur 1 million. Aux États-Unis, je vais déclarer une déclaration de donation sur 1 million. Mais si mon fils le revend le lendemain et il le vend pour 1 million, comme moi, j'ai acheté 500 000, il paiera 500 000 $ de plus-value parce que je l'ai fait de mon vivant. Il y a ce qu'on appelle, il n'y a pas de step-up, on n'appure pas la plus-value. Alors qu'au décès, en droit américain, on appure la plus-value au moment du décès. Donc, si je transmets à mon décès, eh ben, je vais pouvoir, mon fils le revend le lendemain pour 1 million, il n'y a pas un impôt sur la plus-value. Et le fait, du coup, que ce démembrement du côté français ne soit pas reconnu va me permettre de bénéficier de step-up du côté américain. Donc, j'aurai les avantages un peu des deux côtés. Et comme, en général, le patrimoine est à 14 millions de dollars du côté américain, le fait de devoir réintégrer ce patrimoine, même si ça a pris de valeur, parfois, c'est pas une problématique. Ça peut l'être, en revanche, si on a un patrimoine qui est supérieur à 14 millions. Mais c'est un avantage fiscal, du coup, dans ce cadre-là, quand on a un patrimoine qui ne sera jamais assujetti à l'impôt sur les donations et successions aux États-Unis, j'aurai l'avantage du step-up du côté américain et du côté français, je vais pouvoir optimiser ma transmission. Donc, pensez bien à avoir recours à ce démembrement-là, à cette partie-là. Et également, si demain, je souhaite effectuer une donation d'une maison située en France à mon mari qui est américain. Donc là, pareil. Donc, du côté français, sachez que, contrairement aux États-Unis, c'est que du côté français, quand on donne entre époux du vivant, il y a uniquement un abattement de 80 724 € tous les 4 ans. Là aussi, souvent, on a tendance à faire la confusion. C'est uniquement au décès du conjoint qu'il n'y a pas d'impôt sur les transmissions à payer. Donc, quand je donne au conjoint survivant, à mon décès, mon conjoint survivant ne paiera pas d'impôt. Par contre, si je donne de mon vivant, j'ai le droit jusqu'à 80 724 € d'exemption, mais tout ce qui est au-delà, je devrais m'acquitter et payer un impôt sur les donations du côté français. Donc, bien connaître cela, il faut bien penser. Alors que du côté américain, il y a deux cas de figure, il faudra identifier. Du côté américain, c'est le premier cas de figure. Si le conjoint est américain, que je donne par donation succession, il n'y a aucun impôt à payer. Ça ne rentre pas dans mon abattement 13 990 000 $. Donc là, je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de problématique. En revanche, sur le conjoint n'est pas américain, même s'il y a une carte verte, dans ce cadre-là, j'aurai un abattement de 190 000 $ par an. Attention, c'est pas tous les 15 ans, c'est quand même ça. 190 000 $ par an, je peux donner sans devoir utiliser mes 13 990 000 $. Si je veux donner plus, il va falloir que j'utilise les 13 990 000 $, mais ça peut handicaper, du coup, le patrimoine de transmission à mes héritiers ou mes enfants. Donc, bien penser dans ce cadre-là. Donc là, quand je l'ai évoqué, attention, encore une fois, j'insiste, quand je donne de mon vivant, j'ai pas le step-up. Donc, il faut bien réfléchir dans les optimisations fiscales. Si demain, je donne un bien, en France, que ce soit par donation ou succession, je vais réévaluer la valeur du bien. Si je le revends le lendemain, je ne paie pas de plus-value. Aux États-Unis, si je revends ce bien et que j'en ai hérité par donation, je vais me retrouver à avoir une plus-value. Donc, on peut se retrouver parfois dans une situation où, en France, c'est un bien français. En droit fiscal français, on va lui dire, il n'y a pas de problème, je ne paie pas d'impôt sur la plus-value puisqu'en fait, je l'ai eu par donation, j'ai apuré la plus-value de la donation. Sauf que du côté américain, si vous le donnez à votre CPA, il va vous dire, comment vous en avez hérité? Par donation. Non, mais là, il faut que je retrace tout l'historique de la plus-value. Donc là aussi, j'ai trop souvent vu des gens qui se faisaient coincer sur ce genre de choses. Donc attention à cette partie-là également, et pensez toujours, encore une fois, à faire le formulaire de donation 709 aux États-Unis quand vous faites une donation d'un patrimoine mondial et que vous êtes domicilié fiscalement aux États-Unis. Maintenant, mes parents, eux, autre cas de figure, ils habitent en France. Donc, ils sont résidents fiscaux français et ils décident de me donner une somme d'argent. Donc là, du côté américain, et encore une fois,
j'applique l'article 4 de la Convention fiscale franco-américaine. Le patrimoine est taxable dans le lieu de situation, dans le lieu de résidence de domicile de la personne qui donne ou qui décède. Mes parents habitent en France. À partir du moment où ils n'ont pas d'immobilier qui est situé sur le territoire américain, j'aurai pas d'impôt à payer aux États-Unis. La seule obligation fiscale que j'aurai aux États-Unis, retenez bien ce formulaire, c'est le formulaire 3520. Parce que comme je suis résident fiscal américain, au regard de l'impôt sur le revenu, toutes les donations que je perçois ou succession d'un non-résident, dès lors que cela dépasse 100 000 $ au cours d'une année, j'ai l'obligation de le déclarer. J'ai pas d'impôt à payer, encore une fois, j'insiste, taxable dans le lieu de résidence de domicile de la personne qui donne en France, mais j'ai une obligation déclarative aux États-Unis, ça dépasse 100 000 $, 35,20. Si je fais pas, attention, c'est 25% de pénalité auquel je m'expose. Donc, bien penser à cette partie-là de compliance. Maintenant, si on suit au niveau succession, là, on va parler de l'aspect successoral et l'avantage de la convention fiscale en ce cas de successoral. Donc, premier cas de figure, moi, je décède, je vis en France au moment où je décède, donc je ne suis pas résident fiscal américain, j'ai pas de passeport américain, je décède, j'habite en France. Donc là, c'est assez simple vis-à-vis de la France, comme j'ai évoqué tout à l'heure. L'intégralité de mon patrimoine est taxable en France. J'ai droit à un abattement de 100 000 € si je ne l'ai pas consommé. Attention, n'oubliez pas, sur les 15 dernières années, je vais réintégrer d'ailleurs l'intégralité des donations qui ont été effectuées au cours des 15 dernières années en droit français pour calculer notamment, savoir si j'ai utilisé l'abattement des 100 000 €, mais aussi calculer mon taux d'imposition applicable dans ce cadre-là. Et du côté américain, si par exemple, moi j'habite en France et mes enfants habitent aux États-Unis, n'oubliez pas, je vais évoquer tout à l'heure, mes enfants, résidents fiscaux américains, vont toucher une donation d'un non-résident fiscal américain, c'est taxable dans le lieu de résidence de la personne qui décède, donc je vais devoir faire le fameux formulaire 3520 si cette succession dépasse 100 000 $, on en reparlera après. Maintenant, je décède et j'habite toujours en France, j'ai cette fameuse maison en France, n'oubliez pas que on réajuste la calcul de la plus-value, on fait ce qu'on appelle, on appure la plus-value au moment du décès, on fait ce fameux step-up en droit fiscal dans ce cadre-là. J'ai une maison aux États-Unis, attention, donc là dans ce cadre-là, il y a des subtilités. Et là, je vais m'y attarder un petit peu. Du point de vue, je l'évoquais tout à l'heure, si je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, normalement, je n'ai plus le droit aux abattements de 13 990 000 $. Donc, dans le cas d'une donation, je l'évoquais tout à l'heure, c'est 19 000 $ par an, max. Et après, je paye quasiment 40% rapidement. Enfin, les taux vont très, très vite. Dans le cas d'une succession, si je décède, j'habite en France, j'ai un bien immobilier aux États-Unis. Donc, ce bien immobilier, comme j'évoquais tout à l'heure dans le cas de la convention fiscale, sera toujours taxable aux États-Unis. Je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, j'insiste, j'ai pas de carte verte ou de passeport. Normalement, en droit interne français, dans le cas d'une succession, on a un droit à un abattement de 60 000 $. Ça s'arrête. Donc, demain, je décède, j'ai un bien immobilier qui est à San Francisco, il vaut $1 million. Je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis, j'habite en France, je vais devoir payer un impôt sur 940 000. J'aurai droit à un abattement de 60 000 $. L'avantage, dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, qui a été signée, comme je suis résident fiscal français, je vais demander la protection de la convention fiscale. Et la convention fiscale dit la chose suivante. Au lieu d'avoir l'abattement aux États-Unis de 60 000 $, je vais avoir la possibilité d'avoir un abattement supplémentaire qui va se calculer de la façon suivante. Je vais prendre le poids de mon patrimoine américain par rapport à mon patrimoine mondial. J'ai un bien immobilier à San Francisco qui vaut $1 million. Mon patrimoine mondial, toute la somme de mes biens vaut 10 millions de $. Donc, ça veut dire que mon bien immobilier représente 10% de ma valeur totale de mon patrimoine mondial. En face, j'ai un abattement auquel on a le droit à un domicile fiscalement aux États-Unis qui est 13 990 000 $. La convention fiscale est la chose suivante. Le pourcentage du poids de mon patrimoine américain versus mon patrimoine mondial, multiplié par l'abattement auquel a droit un domicile fiscalement aux États-Unis, c'est l'abattement supplémentaire auquel j'ai droit au lieu des 60 000 $. Donc, dans mon cas de figure, $1 million de patrimoine immobilier américain, 10 millions de $ de patrimoine globaux. Ça représente donc par conséquent 10%. J'ai le droit en tant que domicilié fiscalement à 13 990 000 $. Donc, en tant que résident fiscal américain, je vais pouvoir avoir 13 990 000 $ fois 10%, 1 390 000 $, au lieu des 60 000 $. Donc, du coup, je vais complètement neutraliser mon impôt aux États-Unis, puisque la valeur de mon bien était d'1 million. Donc, j'ai le droit à 1 300 000 $ d'abattement. Donc là, j'ai plus de fiscalité du côté américain, ce qui est quand même assez intéressant. Par contre, attention, je suis domicilié fiscalement en résident fiscal français. Je vais devoir déclarer ce patrimoine américain sur les droits de succession en France. Mais au moins, j'optimise le côté américain grâce à cette convention fiscale franco-américaine. Bien le comprendre. Donc maintenant, je suis dans un cas de figure où, à l'inverse,
J'habite à San Francisco au moment de mon décès. Donc, je suis domicilié fiscalement à San Francisco au moment de mon décès. Je suis passeport américain ou carte verte. Et dans ce cadre-là, je vais avoir des biens en France. Donc, même principe que tout à l'heure dans le cadre de donation. Bien immobilier situé en France reste taxable en France au regard des successions. Je vais avoir le droit à l'abattement des 100 000 euros. Et au-delà, je serai taxable aux États-Unis sur ces successions et aux France, pardon, sur cette succession, sauf si j'ai démembré. N'oubliez pas, je vous dis tout à l'heure, si j'ai transmis la nue propriété, bah là, j'ai plus rien à payer, même à mon décès. Là, dans ce cadre-là, j'ai la pleine propriété du bien immobilier, donc je vais devoir payer les droits sur les successions en France après les abattements, si j'en ai droit, bien évidemment. Sachez que dans le cadre, si je transmets à mon conjoint survivant, là, je vais avoir une exonération totale. Alors souvent, on va me dire, ouais, mais le problème, c'est qu'on a une réserve héréditaire en France. C'est vrai. Sauf que n'oubliez pas que dans le cadre des conventions internationales, en termes de droits matrimoniaux, nous avons le droit de choisir le pays de résidence, dès lors qu'on a le passeport américain, de choisir le pays de résidence de l'endroit où on vit. Donc, par exemple, dans mon cas à moi, je suis marié, j'ai un bien immobilier en France. Normalement, en droit interne français, il y a une partie qui est obligatoire automatiquement que je dois donner à mes enfants. Sauf que si je fais un testament qui dit je veux avoir le droit, avoir recours au droit américain, et dans le cadre du droit américain, je peux donner à qui je veux, je peux déshériter qui je veux. Donc, je peux dire c'est 100% à mon épouse, à mon épouse conjoint survivant. Et ben dans ce cadre-là, le droit américain s'appliquera même en France et ça aura un impact sur la fiscalité, puisque du coup, vis-à-vis de la fiscalité française, je vais donner l'intégrité du bien à mon conjoint survivant, donc pas d'impôt à payer du côté français. Je vais pouvoir réévaluer la valeur des actifs. Mon conjoint va pouvoir revendre, il revendra sans impôt sur la plus-value en France, et il pourra rapatrier l'argent aux États-Unis. Et ça, c'est là où le droit juridique, on va dire, le civil et le droit fiscal peuvent se rejoindre et optimal et avoir un certain nombre d'avantages. Donc bien comprendre cela. Et bien évidemment, si j'habite aux États-Unis, donc ma succession française, eh ben je vais déclarer ma succession mondiale aux États-Unis. Donc forcément, je redéclarerai ma succession française en France et ça va venir prendre sous mon abattement de 13 990 000 $. Maintenant, mes parents décèdent, ils sont résidents fiscaux américains, ils sont pas foyers fiscaux français, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. On aura le droit, dans ce cadre-là, quand dans le cas des parents franco-américains, on a le droit à un abattement supplémentaire de 13 990 000 $. Là, ça c'est un autre avantage fiscal de la convention fiscale franco-américaine. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que, en droit américain, si le conjoint survivant est citoyen américain, je peux lui donner l'intégrité de mon patrimoine, même si c'est supérieur à 13 990 000 $. Il y a ce qu'on appelle une déduction maritale limitée, pas d'impôt à payer. Mais en revanche, si cette personne n'est pas américaine, même s'il a une carte verte, j'ai droit qu'à un abattement de 190 000 $. Là, dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine, si le conjoint est français ou américain, on va pouvoir bénéficier d'un abattement supplémentaire de 13 990 000 $. Donc, je vais pouvoir donner 13 990 000 $ à mes enfants. Et à mon conjoint survivant qui n'est pas américain, je pourrais rajouter 13 990 000 $ grâce à la convention fiscale entre nos deux pays. Également aux États-Unis, il y a une notion qui est souvent méconnue, c'est qu'on a la notion de portabilité. Vous savez qu'on a le droit à un abattement de 13 990 000 $. Et si dans le cadre d'un couple marié, il y a une disproportion dans le cadre des patrimoines, si le premier qui part n'a pas utilisé l'intégralité des 13 990 000 $, le reliquat, on peut demander à ce qu'on fasse une portabilité, le transférer au conjoint survivant. Donc, le conjoint survivant peut se retrouver, si par exemple, moi j'avais 3 990 000 $ de patrimoine ici aux États-Unis, ben, mon conjoint survivant, je vais pouvoir lui transférer à mon décès 10 millions supplémentaires, donc il aura droit à 23 millions de $ d'abattement. C'est ce qu'on appelle la portabilité. C'est une élection qu'on doit faire dans le cadre de sa déclaration de succession du côté américain. Donc maintenant, si nous sommes résidents fiscaux dans aucun des deux pays, je l'évoquais tout à l'heure, fiscalité qui va s'appliquer en France et aux États-Unis, je ne peux pas bénéficier de la convention fiscale. Donc attention à l'impact en France, attention à l'impact aux États-Unis dans ce cadre-là également. Nous sommes toujours là dans ce cadre différent, et je l'évoquais tout à l'heure dans les donations. Maintenant, j'ai le passeport américain. Je vis en France. Donc pareil, là c'est l'inverse. Je suis domicilié à la fois en France et aux États-Unis, puisque j'ai le passeport américain. Et je vous l'évoquais tout à l'heure, dans le cas d'une donation, c'est le même principe. On va regarder où est situé le bien. S'il est situé aux États-Unis, on va d'abord le déclarer aux États-Unis, et après on le redéclarera en France. Et bien évidemment, si on a payé un impôt aux États-Unis, on déduira l'impôt français. Si en revanche, on n'a pas payé d'impôt aux États-Unis, malheureusement, on paiera l'impôt en France. Donc là, j'insiste bien, comme j'évoquais tout à l'heure, si certains d'entre vous, vous avez les doubles passeports, à un moment donné, vous rentrez vivre en France, anticipez votre retour, on en parlera en conclusion, parce que dès lors que vous redeviendrez résident fiscal français, vous serez redevable de payer vos impôts sur votre patrimoine mondial en France. Quand bien même vous êtes citoyen américain et que vous avez du patrimoine aux États-Unis.
bien comprendre cette notion-là. Autre chose également qu'on a souvent tendance à méconnaître, c'est quand on a des plans de retraite. Je vous évoquais tout à l'heure la notion de step-up. Quand on transmet des biens au décès, que ce soit des portefeuilles de placement d'actions, de l'immobilier, on apure la plus-value. C'est-à-dire que je l'évoquais tout à l'heure, mon fils, je lui transmets un bien qui vaut $1 million, j'ai acheté 500 000, à mon décès, il le récupère pour une valeur d'$1 million. S'il le vend le lendemain pour $1 million, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Dans le cas des plans de retraite, on n'a pas ce phénomène de step-up. Donc, si vous avez des plans de retraite, je dirais, traditionnels, hors Roth, attention également, parce que ces plans de retraite vont faire l'objet d'une taxation aux États-Unis, puisque le bénéficiaire ou en droit américain va devoir payer l'impôt sur le revenu de la même façon que payer son parent, et il aura 10 ans pour le payer. Donc, bien souvent, on a en plus des tranches d'imposition supérieures quand on est actif. Donc, on va se retrouver à devoir payer un impôt du côté américain. Mais attention, si vous êtes en plus français à ce moment-là, vos plans de retraite vont être taxables dans l'impôt sur les successions en France. Donc, on va se retrouver à payer une double imposition, impôt sur les successions en France et en droit américain. Si c'est pas du Roth, je vais devoir payer de l'income tax. Quand j'y vais, mes héritiers, et ils auront 10 ans pour se distribuer cet argent et ils vont devoir payer l'impôt sur ces plans de retraite de la même façon que si c'était moi. Donc, attention à cela aussi. Si vous avez des plans de retraite, anticipez-les. Regardez quel système. Privilégiez la distribution. Mettez en place une stratégie, mais privilégiez la distribution de vos plans de retraite pour éviter cette double fiscalité ou alors travailler sur des rollovers en Roth au fur et à mesure du temps pour avoir au moins, au pire des cas, qu'une fiscalité sur l'impôt sur les successions en France et pas de fiscalité sur l'income tax aux États-Unis. Parce que sinon, à la fin, vos plans de retraite vont y avoir que de l'impôt quasiment. Et donc, c'est pas du tout optimal. Donc là, il faut faire très attention. Une dernière notion qu'il faut connaître également quand on parle de succession et donation, c'est la notion d'expatriate et corps d'expatriate. Certains d'entre vous, vous allez me dire, j'ai une carte verte ou un passeport. Je rentre vivre en France, je ne vais plus entendre parler du fisc américain parce que j'ai pas envie de continuer à faire mes déclarations fiscales aux États-Unis. Donc, je rends mon passeport, ma carte verte. Il y a une notion aux États-Unis qui est la notion suivante. Si j'ai une carte verte que j'ai depuis plus de 8 ans, attention, toute année écoulée, toute année en tape, mais toute année, j'ai ma carte verte en novembre, ça fait 1 an. Je la rends en janvier, ça fait 1 an. Donc, c'est comme si ça faisait 6 ans. À partir du moment où on rend cette carte verte ou à partir du moment où on rend un passeport américain, sans délai, bien évidemment, on expatriate. Et là, arrive une notion de cover d'expatriate. Et un cover d'expatriate, comme on a dans 2 cas, c'est ce qu'on appelle tout de suite cover d'expatriate, c'est une personne qui va remplir l'un des 3 critères suivants. Premier critère, donc cette personne qui rend sa carte verte, son passeport américain, au moment où il rend son passeport, sa carte verte, son impôt moyen est supérieur à $206 000 par an. Donc chaque année, au cours des 5 années précédentes, je payais $206 000 d'impôt par an. Déjà, il faut l'atteindre. Si je ne remplis pas ce deuxième critère, on va regarder le deuxième critère. C'est la net worth, c'est son actif net, son patrimoine net mondial. Je vais regarder tout ce que j'ai au moment où je rends mon passeport, ma carte verte, mes plans de retraite, français-américains, mon immobilier, mes plans d'action, tout ce que j'ai. Et si cette somme-là fait $2 millions, donc pour un couple, ça fait 4 millions, je suis cover d'expatriate. Il y a une troisième notion, attention, qui est la notion de ne pas être à jour de ses obligations fiscales. Si au moment où vous rendez votre passeport ou votre carte verte, vous avez oublié de déposer vos déclarations fiscales américaines au cours des 5 dernières années, ou vous avez oublié de déclarer des assurances vie françaises, des comptes en banque français, vous avez une déclaration inexacte et vous serez automatiquement sans abattement, sans limite, je veux dire, cover d'expatriate. Ça veut dire quoi, cover d'expatriate? Ça veut dire que je vais faire comme si je liquidais mon patrimoine, première conséquence. Donc, je vais calculer toutes les plus-values latentes. Si la somme de toutes ces plus-values latentes, j'ai une maison que j'ai au moment où je rends mon passeport, ma carte verte, elle vaut 1 million, je l'ai acheté 500 000, ça me fait 500 000 de plus-value latente. Pareil pour le portefeuille de placement d'actions. Si cette somme-là dépasse $890 000, je vais devoir rajouter cette somme sur ma dernière déclaration fiscale américaine et payer un impôt sur ma plus-value. Tous les revenus différés, ça va être comme si je les accumulais d'un seul coup. Donc, si j'ai accumulé des plans de retraite, 401k ou autres, pour le fisc américain, c'est comme si je les liquidais. Même si légalement, je n'ai pas l'âge pour le faire, c'est comme si je vais le liquider, ces plans de retraite. Et enfin, ce qui sera la partie la plus importante pour moi, c'est, attention, si je suis, si je suis cover d'expatriate et que mes enfants restent américains. Imaginons aujourd'hui, vous dites, moi, je rentre vivre en France, mais vos enfants, ils ont habité toute leur vie aux États-Unis. Et vous dites, non, mais moi, t'es gentil, vous êtes gentil, mais moi, je suis américain, je reste que vivre en France. Donc, vous rendez votre passeport, votre carte verte. Et vous allez me dire, c'est pas grave, j'ai payé mon exit tax, comme ça, ma expatriation tax, je peux entendre parler. Sauf qu'il y a une autre règle qui existe aux États-Unis, c'est qu'une personne qui est résidente fiscale américaine, par exemple, vos enfants, ils restent résidents fiscaux américains,
qui touche une donation, une succession d'un covered expatriate. Donc, je rappelle, un covered expatriate, c'est une personne qui a rendu son passeport ou cette fameuse carte verte qui était dans les seuils dont je vous évoquais tout à l'heure. Toutes les donations qui touchent ou les successions font l'objet d'une taxation sans abattement à hauteur de 40%. Qu'est-ce que ça veut dire cela, 40%? Ça veut dire que je pars d'un système où avant, cette année, je suis américain, je donne $1 million de donation à mon fils, j'ai droit à 13 990 000 $, donc mon fils ne paie pas d'impôt. Je rends mon passeport américain, ma carte verte. L'année prochaine, je refais une donation à mon fils de $1 million d'un compte en banque en France, peu importe où est le patrimoine. Mon fils, étant américain, va devoir payer un impôt de 400 000 $ parce qu'il a hérité, il a touché un impôt d'un covered expatriate. Et ça, c'est la plus grosse punition pour moi quand on rend son passeport à sa carte verte et qu'on est covered expatriate, c'est que du coup, c'est insensé en termes de transmission après pour ses enfants. Donc, soit il faut l'anticiper, mais attention, sachez qu'en fiscalité américaine, une donation est actée au bout de 3 ans. Donc, si vous voulez, si par exemple, aujourd'hui, je fais une donation maintenant, je décède dans 1 an, on considère que je suis toujours propriétaire de ce patrimoine. C'est seulement au bout de 3 ans que la donation est actée. Donc, pareil, dans ce cadre-là, si je souhaite anticiper, ça va anticiper avant, si je veux vraiment rendre mon passeport, ma carte verte, parce que toutes les donations futures que je ferai à mes enfants, c'est mon fils qui devra les payer. C'est pas moi, parce qu'en plus, dans ce cadre-là, c'est le rare cas où l'impôt est à la charge du bénéficiaire, parce que bien évidemment, le fisc américain veut venir chercher quelqu'un, mais il va falloir être très prudent dans ce cadre-là. Donc, pour conclure, on a vu, j'ai évoqué tous les abattements, ça c'est un peu un résumé de tous les abattements, grosse divergence en termes de fiscalité française. En France, et en fonction de la ligne de descendance, j'ai plus des abattements, plus je suis en ligne directe, moins je suis en ligne directe, moins j'ai d'abattements. Pareil pour l'impôt sur le revenu. Aux États-Unis, peu importe à qui je donne, il y a des gens qui donnent à leurs animaux, 13 990 000 $ d'abattement. 13 990 000 $ d'abattement. Et bien évidemment, les tranches d'imposition, dès lors que je suis au-dessus des abattements, vous voyez que la fiscalité française et américaine n'est pas trop si différente que ça en ligne directe, parce qu'aux États-Unis, on atteint rapidement 40%, $1 million. En France, on a 40% aussi quand on a 1 million d'euros. La vraie différence, c'est les abattements. C'est-à-dire que on aura eu l'abattement aux États-Unis de 13 990 000 $ et en France, on aura eu l'abattement uniquement de 100 000 €. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut bien retenir? Retenez bien en termes de fiscalité, l'optimisation du côté français. Si vous avez un patrimoine inférieur à 13 990 000 $, pensez à optimiser le côté français. À l'inverse, si vous êtes non domicilié fiscalement aux États-Unis, que vous vivez aux États-Unis, attention à l'impact successoral. Protégez-vous. Si vous êtes amené à décéder avec du patrimoine des États-Unis, par exemple des portefeuilles d'actions, ils sont taxables si on décède avec des portefeuilles d'actions aux États-Unis, alors qu'on est résident fiscaux, mais si on n'est pas domicilié fiscalement. Donc pensez à vous couvrir, peut-être prendre des assurances vie qui peuvent être un outil qui peut être de protection dans ce cadre-là, mais aussi un outil optimal dans le cas d'une transmission, et si vous rentrez vivre en France. Attention à l'utilisation des trusts. Les trusts, dans certains cas, on parle des problématiques de reconnaissance en France. Donc, il faut bien étudier l'utilisation des trusts si un jour vous souhaitez rentrer en France. Il faut être assez cautious, comme on dit. Les family partnerships sont un outil, par exemple, qui sont assez intéressants parce qu'ils seront reconnus si vous faites des donations du côté français en cas de retour. Attention également, la France, depuis janvier, a fait une nouvelle circulaire parce que bien évidemment, il y a de plus en plus de gens qui rentrent vivre en France. Et qu'est-ce que font maintenant le fisc français? Il dit parce que souvent, ce qu'on dit aux gens, faites des donations avant de rentrer en France, optimisez votre patrimoine de donation. Sauf que maintenant, la position du fisc français, elle a tendance à dire oui, mais cette donation, si elle n'a pas été actée en France, pour nous, elle n'est pas enregistrée. Donc, pas de problème, on l'enregistre, mais au moment où vous rentrez en France. Donc, on la taxe quand vous rentrez en France. Donc, attention à cela aussi. Beaucoup maintenant de professionnels en France, des notaires, des avocats, recommandent, dès lors que vous faites une donation, même si vous habitez aux États-Unis, si à un moment donné, vous pensez ou pas un jour rentrer en France, faites-la enregistrer en France. Il n'y aura pas d'impact fiscal en France, puisque dans le cadre de la convention, c'est taxable dans le lieu où vous allez faire la donation ou la succession, dès lors que ce n'est pas l'immobilier français. Mais pensez à enregistrer cette donation en France, parce qu'on aura déjà le délai de prescription de 6 ans. Et en cas de retour, la France ne pourra pas dire « vous ne l'avez pas enregistré, donc on l'acte maintenant ». Parce que c'est là vers quoi on se dirige en ce moment. Donc, attention à cela, soyez prudents également. Et bien évidemment, pensez à chaque fois à raisonner quelles sont les démarches que je dois faire en France, aux États-Unis, quelles sont les conséquences fiscales dans chacun des pays. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est si vous pensez un jour rentrer vivre en France, regardez quels sont les outils qui sont à votre disposition, dont Adrien va parler maintenant, par exemple, comme des outils comme l'assurance vie américaine, qui a un vrai avantage dans ce cadre-là. Je te transmets la parole, Adrien, de ce côté-là. Merci. Merci Olivier. Et nous, ensemble, aujourd'hui, on va essayer de mettre en pratique ce que vient de vous présenter Olivier. Alors, on va toujours suivre la famille Lefort. Alors, on a mis des chiffres.
pour la famille Lefort. La famille Lefort, elle a un patrimoine de 3 millions d'euros, 1 million d'euros en immobilier, 2 millions, tout ce qui va être compte de retraite, investissement, autres, hors immobilier. Elle a 2 enfants et pour cet exercice, la famille Lefort, elle est en France. La question qu'elle se pose, ça va être bien sûr comment je vais pouvoir me structurer, comment je vais pouvoir travailler sur ma stratégie patrimoniale qu'on connaît autour de ces 5 classes d'actifs pour me positionner de façon la plus efficace possible afin que lorsque je décède, eh bien, mon patrimoine passe de façon optimale à mes enfants. Alors, pour la base, la famille Lefort, si elle décide de ne rien faire, je me dis, bon, ok, très bien, moi j'ai ce patrimoine-là, je vis, et puis à mon décès, il passera ce qui se passera à mes enfants. On a fait le calcul ici, avec 1 million d'euros en immobilier, 2 millions d'euros en actifs financiers, 2 enfants, si on applique les abattements dont a parlé Olivier tout à l'heure, et puis la fiscalité dont on vient de voir les tranches, donc fiscalité par enfant, eh bien, on voit qu'ici, pour ce patrimoine de 3 millions d'euros, je me retrouve avec à peu près 830 000 euros de droits de succession dont mes enfants devront s'acquitter pour obtenir mon patrimoine. J'ai donc 2 170 000 euros qui est passé à mes enfants. 30%, un peu moins, 27% de taxes sur ce patrimoine. Alors, généralement, ici, on dit, bon, très bien, c'est énorme, mais du coup, quelles sont mes options ? Et on va voir que la famille Lefort, eh bien, elle va prendre les choses en main, 45 ans à l'heure actuelle, et ils vont commencer à structurer leur patrimoine de façon optimale pour que cela passe à leurs enfants de façon optimale également. Alors, ici, une problématique que nous a amené la famille Lefort, c'est qu'Adrien, très bien l'aspect fiscal, mais est-ce qu'il y a un moyen de limiter l'impact fiscal sans limiter l'accès à mon patrimoine ? Parce que oui, je veux bien optimiser l'aspect successoral, mais ce que je ne veux pas non plus, c'est que lorsque j'arrive à la retraite, eh bien, j'ai optimisé tout ça, mais finalement, il me reste plus grand-chose pour vivre. Et c'est l'exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Ça va être comment vous structurer de façon optimale patrimonialement pour que on utilise les leviers auxquels vous avez accès lors de la succession, sans que cela n'impacte vos revenus, que ce soit lors de la retraite, ou tout simplement n'impacte l'accès à votre patrimoine. La première chose que la famille Lefort va faire, c'est qu'elle va utiliser le démembrement. Olivier en parlait tout à l'heure, ils ont un bien immobilier qui est situé en France. Ils ont compris que c'était important d'utiliser le démembrement, donc ils commencent à utiliser. Ils vont utiliser, dans cet exemple, une SCI, une société civile immobilière. Pourquoi ? Parce que ça va leur permettre de ne pas avoir à donner l'intégralité du bien d'un coup, comme leurs abattements sont insuffisants, donc ne pas donner l'intégralité du bien d'un coup, le faire en 2 fois pour optimiser la fiscalité. Donc on le voit qu'à 45 ans, ils décident de donner une partie de la nue propriété du bien immobilier, 500 000 euros, ici, à travers le SCI. Ils peuvent le faire parce qu'ils sont en SCI. Lorsqu'un bien immobilier est dans une SCI, je donne la nue propriété des parts de ma société et non la nue propriété du bien immobilier. Donc ici, ils transmettent une première tranche à 500 000 euros. Et ensuite, 15 ans après, Olivier en parlait tout à l'heure, lorsque mes abattements se régénèrent, eh bien, ils refont le même exercice. L'avantage, c'est qu'ils ont passé ce bien immobilier de façon optimisée, avec un droit de succession d'à peu près 17 000 euros sur cette partie-là. Très bien, première chose sur laquelle ils ont travaillé, le bien immobilier est passé, il est dans une SCI, donc l'avantage c'est quoi ? C'est que si demain, eh bien, je sais pas, ils trouvent que la maison du voisin leur plaît plus et ils souhaitent revendre leur bien pour l'acheter, ils peuvent le faire, ils ont de la flexibilité. Encore une fois, ça ne limite pas l'accès à leurs actifs. À travers cette SCI, ils vont avoir la possibilité de le faire, ce sera extrêmement flexible. Deuxième chose, alors, ils vont garder une partie d'actifs financiers avec eux, dans notre exemple, 1,4 million. Là-dessus, ils paieront des droits de succession. Ils sont OK avec cela. Ils disent OK, 250 000, 250 000 euros de droits de succession. Encore une fois, le but ici, c'est de travailler sur une optimisation sans que je limite l'accès à mon cash. Donc ici, très bien, on laisse cette partie-là placée en compte retraite, compte de brokerage, etc. Troisième levier qu'ils vont utiliser, c'est l'assurance vie. Ici, ils vont utiliser une assurance vie américaine. Pourquoi ? Parce que la famille Lefort
est citoyenne américaine. Lors de son expatriation aux États-Unis, elle avait accès à ce type de produit. Elle a utilisé ce type de produit. On va voir en quoi ça va être un game changer dans sa stratégie patrimoniale. On se rappelle ce dont Olivier parlait tout à l'heure, l'assurance vie en France, de règle générale, si j'ai contribué à au moins 70 ans, elle passe hors succession. Alors, hors succession, ce que ça veut dire tax-free? La réponse, c'est non. Mais par contre, ce que ça veut dire que le montant qui est dans mes assurances vie ne rentrera pas dans la succession chez mon notaire si j'y ai contribué avant 70 ans, bien sûr. Donc, je vais pouvoir faire baisser, entre guillemets, le montant que j'ai, qui passe à travers ma succession, qui sera imposable selon les tranches dont parlait tout à l'heure Olivier. Et en plus de ça, je vais optimiser la fiscalité au sein de cette assurance vie. J'ai dit, elle passe hors succession et non tax-free. Elle a des abattements qui sont propres à l'assurance vie. Donc ici, c'est 152 500 €. Et elle a une taxation qui est propre à l'assurance vie. Au maximum, je suis taxé à 31% là-dessus. Et on voit qu'en utilisant le produit américain, la partie épargne qui s'appelle cash value va bénéficier de ces nouveaux abattements par enfant. Une taxation favorable, encore une fois, par enfant, et je réduis ici la facture fiscale. Je passe à 59 000 € de droits à payer. Plus, une caractéristique de ces cash value life insurance qu'on a aux États-Unis et qu'on n'a pas en France, c'est que j'ai une assurance décès, qui est un multiple de mon épargne. Ici, mon assurance décès, c'est 400 000 €. Ces 400 000 €, qui sont bien considérés comme une assurance décès en France, eh bien, passeront, eux, de façon complètement tax-free. Pourquoi c'est considéré comme de l'assurance décès? Eh bien, tout simplement parce que à quoi est-ce que moi j'ai accès pendant mon vivant si je décide de retirer de l'épargne? J'ai bien accès à mes 600 000 €. Je n'ai pas accès à ces 400 000 €. Je n'ai aucun moyen, c'est une assurance décès, de les utiliser. En se structurant de cette façon-là, eh bien, on voit qu'ils vont optimiser de façon... Ça va être un vrai game changer au niveau de la succession. Tout à l'heure, en stratégie numéro 1, 830 000 € de droits de succession. Stratégie numéro 2, en utilisant simplement le démembrement et des assurances vie, ils ont réussi à réduire leurs droits de succession à 321 000 €. Donc, ils ont réduit de moitié leurs droits de succession. Plus de moitié, de 60% actually, leurs droits de succession. Et maintenant, on voit que je passe également beaucoup plus à mes héritiers. Je passe 908 000 € en plus à mes héritiers. Donc, l'avantage de se structurer de façon optimale, c'est un exemple, parce que, alors, bien sûr, chaque situation mérite une étude, et sur chaque situation, en fonction de la famille, des âges, etc., la recommandation sera très probablement différente. Mais le point ici important, c'est de dire que voilà deux familles qui ont, enfin, la même famille, pardon, mais qui a deux situations différentes et qu'en fonction de sa structure patrimoniale, en ne limitant pas son accès au cash pendant la retraite, le résultat est complètement différent en termes de fiscalité. Donc le message ici, c'est tout simplement de dire de se préparer. Ce que disait Olivier tout à l'heure, pour conclure, est-ce que la famille Lefort aurait pu aller plus loin? Oui, elle aurait pu potentiellement utiliser, ce dont parlait Olivier tout à l'heure, des family corporations qui lui auraient permis d'optimiser potentiellement encore plus sa succession, utiliser ces outils-là pour faire pas vraiment du démembrement, mais un concept assez similaire au démembrement ici aux États-Unis. Alors, je vois qu'on arrive à l'heure. Je vais essayer de respecter le temps parce qu'on a beaucoup de questions. On a plus de 81 questions. Donc, je vais passer directement à la partie questions avec toi, Olivier. Ouais. Alors moi, c'est bizarrement, je les vois pas les questions, donc on va peut-être en sélectionner quelques-unes, Adrien, parce que effectivement, il y en a énormément. Donc je les vois pas toutes moi, mais par exemple, je prends une première question de William. Je suis citoyen américain et français, domicilié en France. Je suis bénéficiaire du trust de ma mère, établi dans l'État de Californie. Mon fils domicilié à New York en est bénéficiaire avec le trustee. Quelles seraient les implications fiscales au moment de la succession? Alors, je suis bénéficiaire du trust de ma mère, établi dans l'État de Californie. Mon fils domicilié à New York. Donc attention. Alors dans ce cadre-là,
Vous aurez, alors tout dépend qui, est-ce que votre maman est encore vivante ou pas? Je sais pas si, mais je pense que votre mère n'est plus là. Et effectivement, il faudra avoir un impact fiscal, mais normalement, il va falloir faire étudier votre trust avec un avocat français pour voir si dans ce cadre-là, ce trust pourra être reconnu en droit français. L'avantage que vous avez de votre côté, c'est que votre fils bénéficiaire, lui, habite à New York, mais il faudra quand même s'assurer que la France reconnaîtra l'existence de ce trust-là et ne vous taxera pas à votre décès dans ce cadre de ce trust-là. Ou alors, dans le pire des cas, il faudra peut-être changer les modalités du trust, mais je vous recommande, et ça, on pourra vous mettre en rapport avec quelqu'un qui est spécialisé dans cette partie-là au niveau du trust, parce que vous pourrez avoir un impact fiscal. Et n'oubliez pas qu'en France, également, vous avez des obligations déclaratives du côté français. En tant que bénéficiaire d'un trust en France, il faut déclarer chaque année l'existence de ce trust-là auprès du fisc français. Ça, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais n'hésitez pas à nous écrire, on vous fera le relais. Question qui était importante également de Stéphanie, est-ce qu'on va recevoir l'enregistrement du webinaire? Oui, Stéphanie, vous aurez l'enregistrement du webinaire, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Est-ce que tu vas de ton côté? Oui, autre question. On a une question de Virginie qui va recevoir un héritage de son père en France et nous demande comment transférer la somme entre la France et les États-Unis, sachant qu'elle est bien consciente qu'elle va devoir payer des impôts sur cet héritage-là, parce que ce n'est pas une donation en France. Ici, tout simple, utiliser des outils de transfert comme c'est pas OFX par exemple, TransferWise. On recommande peu de transférer de banque à banque. Pourquoi? Parce que les frais sont généralement beaucoup plus forts. Donc, pas du tout rémunéré par ces compagnies-là, mais généralement, on sait que nos clients sont très contents de les utiliser. Donc, je répète, OFX ou TransferWise, qui sont assez compétitifs en termes de transfert et très rapides également en termes de transfert de fonds. Alors ensuite, oui, vas-y. Vas-y, si tu veux, on a une question un peu plus longue, vas-y, je te laisse. Je suis citoyenne française et américaine et je vis aux États-Unis. Donc, citoyenne française et américaine vivant aux États-Unis. Comment faire venir mon héritage de la France aux États-Unis? Les impôts seront payés en France et pas aux États-Unis, correct. Alors, si c'est de l'héritage que vous allez percevoir de votre famille, de vos parents, qui eux sont résidents fiscaux français, dès lors qu'il n'y a pas d'immobilier situé sur le territoire américain, comme on l'évoquait tout à l'heure dans le cadre de la convention fiscale, tout va se passer dans le pays de résidence de la personne qui décède ou qui donne, donc en l'occurrence en France. Donc les droits seront à payer en France. Par contre, attention, vous, en tant que résidente fiscale américaine, vous allez avoir une obligation de déclaration dès lors que cette succession dépasse 100 000 $. Il va falloir faire le formulaire 3520 et c'est ce qu'il faudra faire de ce côté-là. Mais pour conclure, oui, vous avez raison, taxation uniquement en France dès lors que la personne qui donne ou qui décède habite en France et n'est pas citoyenne américaine. Hein. Insiste bien. On a une question ici. Si on a son enfant qui est franco-américain, qui fait ses études en France, un stage, pendant plus de 183 jours, est-ce qu'il peut être considéré comme non-résident s'il est rattaché à ses parents qui, eux, vivent aux États-Unis? Oui, alors dans ce cadre-là, oui. Alors de toute façon, dès lors qu'il n'a pas de revenus, il n'y aura pas de problématique. Hein. Si votre enfant n'a pas de revenus en France, il n'y aura pas de problématique fiscale particulière, quoi qu'il arrive en termes d'impôt sur revenu, puisqu'il ne sera pas taxable en France, quoi qu'il arrive. Et d'un point de vue de transmission successorale, n'oubliez pas qu'il y a deux règles qu'il faut connaître. Hein. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est déjà, en tant que bénéficiaire, il faudrait avoir habité 6 ans. Mais dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, c'est du ressort de la personne qui donne ou qui décède. Donc, même si votre fils est en France, dès lors que vous avez donné du patrimoine et que vous êtes américain, il n'y aura pas de taxation en France. Il y aura uniquement dans le cadre s'il y a de l'immobilier, mais ça, peu importe que votre fils soit en France ou pas. Donc, j'aurais tendance à vous dire que, de toute façon, il est étudiant, donc il est rattaché au foyer fiscal aux États-Unis. Et quand bien même, il n'a pas de revenus, donc il ne serait pas taxable en France. Et puis, pour l'impôt sur les successions et donations, il n'y a pas de débat puisque c'est du ressort du pays de la personne qui donne ou qui décède. Donc, vous êtes américain, vous habitez aux États-Unis, donc c'est aux États-Unis que ça se passe. On a une autre question. Mon épouse et moi sommes américains, résidents aux US. Nous avons établi un trust révocable, un living trust aux États-Unis, pour distribuer nos actifs après notre décès. Nous avons un trustee. Ce trust définit le partage de nos biens. Nous n'avons pas nommé ce trust dans tous nos biens et investissements financiers. Est-ce qu'on doit le faire?
Moi, je vous recommande pour le probate. Alors, dès lors que, sauf si vous avez des comptes, bien évidemment, les comptes financiers, tu me confirmeras, Adrien, on n'est pas obligé on peut être hors probate, hein, je dirais. Donc, dans ce cadre-là, je dirais que si ce sont que des comptes financiers, dès lors que vous avez nommé dans les comptes financiers la personne qui va hériter de ces comptes, il n'y aura pas de problématique. De façon générale, on recommande de mettre la plupart de ces actifs dans le trust pour évoquer ce probate-là. Dans le cas des comptes, c'est moins évident. Bon, sachant que bien évidemment, c'est que du juridique, hein, fiscalement parlant, il n'y a rien qui va changer puisque par définition, un trust révocable peut être changé à tout moment et donc la fiscalité successorale aura lieu au décès de la personne qui a constitué le trust, du settlor. Donc, dans votre cadre à vous, c'est un avantage juridique, pas fiscal. Donc, la conclusion, c'est oui, mettez maximum de choses dans ce trust-là. Après, c'est les actifs financiers qui n'ont pas été mis. Vous pouvez échapper au probate, mais il faut aussi bien avoir nommé les bénéficiaires dans ces actifs financiers. All right. Il y a beaucoup de questions. Hein, ouais. Il y a beaucoup de questions. Mon épouse et moi-même sommes américains résidant aux US. Nous avons 2 enfants également américains résidant aux US. J'ai un fils aîné, des petits-enfants français et résidant en France. Comment ça se passe comment ça se passe au niveau de la succession? D'accord. Et ils sont résidents US. Hein. D'accord. Résident US, hein, c'est relativement simple, hein, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. En étant résident US, dès lors que vous n'avez pas d'immobilier en France, quand même si vous avez l'immobilier en France, il y aura un impact successoral pour la partie immobilière française, mais d'un point de vue successoral, tout se passera aux États-Unis, donc vous serez redevable de payer l'impôt sur les successions aux États-Unis, s'il y en a un, parce que vous avez un abattement de 13 990 000 $. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout sera déclaré aux États-Unis. Vos enfants, petits-enfants, d'ailleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il faudra eux qui déclarent en tant que bénéficiaires. Et il va falloir qu'ils fassent appel à la convention fiscale, il va falloir qu'ils déclarent cette succession, si le jour où vous n'êtes plus là. Donc, ils vont la déclarer en France, mais il n'y aura pas d'impôt parce qu'ils vont faire appel à la convention fiscale. Donc, dès lors qu'il n'y a pas d'immobilier en France, il n'y aura pas d'impôt à payer. S'il y en a, il y aura un impôt à payer, mais uniquement sur l'immobilier français. Mais après, d'ailleurs, que enfants, petits-enfants, et d'ailleurs, n'hésitez pas, si aujourd'hui, certains d'entre vous, vous avez même de votre vivant, vous voulez faire des donations à vos enfants, petits-enfants qui habitent en France, il n'y a aucun problème de le faire. Il faut par contre que vos enfants, petits-enfants le déclarent en tant que bénéficiaire cette donation en France. Mais il n'y a aucun problématique de donner à vos enfants et petits-enfants en France de l'argent et ce sera taxable qu'aux États-Unis. Tout à fait. On a justement une autre question follow-up qui inverse. Une personne qui a résidé aux États-Unis plus de 30 ans, hein, mais qui revient en France de façon permanente. Ici, quel régime de succession s'appliquera lors de son retour? Oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que je sous-entends, j'imagine bien que cette personne qui habite plus de 30 ans est américaine également. Donc, on sera dans une situation où cette personne est citoyen américain et ou citoyen français, mais peu importe. Mais à partir du moment où vous habitez en France, le patrimoine successoral sera taxable sur le patrimoine mondial en France. Alors, si vous conservez l'immobilier aux États-Unis, il sera toujours taxable. Mais n'oubliez pas qu'en tant qu'Américain, vous avez le droit à 13 990 000 $ sur votre patrimoine mondial. Donc, la conclusion, c'est que d'un point de vue fiscal, tout sera taxé en France. Et j'insiste bien, c'est pour ça que, attention, certains d'entre vous, vous pensez rentrer vivre en France, anticipez ce retour, parce que si vous ne faites rien, le jour où vous arrivez en France, votre patrimoine mondial sera taxable en France sur l'intégralité de ce patrimoine-là. Que ce soit de l'immobilier américain, des comptes en banque américains, peu importe, tout sera taxable et déclarable en France si vous ne faites pas de transmission avant. Ça fait. Et là, une personne qui dit « Je suis résidente fiscale américaine, je reçois une donation de la part de ses parents en France. Est-ce que je suis imposable aux US ?» Alors, comme n'oubliez pas, hein, toujours bien sûr, pensez bien à retenir cette phrase-là. C'est dans le cas de la convention fiscale, la succession est taxable ou donation est taxable dans le lieu de résidence de la personne qui donne. Donc, vos parents sont en France. Si vos parents vous donnent de l'argent ou malheureusement sont plus là, taxation en France sur le patrimoine, sur l'intégrité de leur patrimoine. Vous, en tant que bénéficiaire, dès lors que, encore une fois, je pars du principe que vos parents n'ont pas de patrimoine immobilier aux États-Unis, vous, en tant que bénéficiaire, votre obligation fiscale, c'est dès lors que si cette succession ou donation dépasse 100 000 $, il faudra faire le formulaire 3520
attaché à votre déclaration fiscale américaine l'année qui suit la donation. Donc, vous avez une donation, une succession 2025. Ben, quand vous allez faire votre déclaration fiscale en 2026, au 15 avril, vous allez faire ce formulaire 3520. Mais attention, il faut bien le faire. C'est du déclaratif, c'est ce qu'on appelle de la compliance. Mais si vous le faites pas, c'est 25% de pénalité des sommes que vous avez omis de déclarer. Donc, si demain, j'ai $1 million de donation, normalement, j'ai pas d'impôt à payer aux États-Unis, parce que c'est payé en France. Mais si je veux faire cette déclaration aux États-Unis, c'est $250 000 potentiellement de pénalité aux États-Unis. Donc, il faut bien penser à le faire. On a une question sur la SCI. Est-ce que la SCI démembrée permet d'éviter l'imposition en France au moment du décès? Comme j'ai montré ouais, c'est ça exactement, comme j'ai montré dans mon exemple, hein, l'idée c'est de donner, d'anticiper la donation, d'utiliser le démembrement dont parlait Olivier tout à l'heure. Et oui, au moment du décès, ça permettra d'éviter l'imposition à ce moment-là. Il y a beaucoup de questions sur, c'est pour ça qu'Olivier, peut-être on refait un point, il y a beaucoup de questions sur le fait de j'ai déjà construit mon patrimoine aux États-Unis, je suis citoyen américain ou carte verte, je rentre en France avec un petit patrimoine en France. Est-ce que je suis imposable en France sur mon patrimoine mondial? On a déjà répondu. Ouais, bien. Encore une fois, hein, pensez bien à la convention fiscale. Hein, nous sommes taxables dans le lieu de résidence de la personne qui donne ou qui décède. Donc, malheureusement, entre guillemets, si demain je rentre vivre en France, l'intégralité du patrimoine qui reste à mon nom, qu'il soit américain, français ou peu importe d'ailleurs du pays, même si je suis citoyen américain, sera taxable, sera assujetti aux droits en France sur l'intégralité de mon patrimoine. Donc là, souvent, on a même eu cas, et j'insistais tout à l'heure sur les plans de retraite américains. J'ai des plans de retraite américains, je rentre vivre en France. Attention, parce qu'on a la double peine, on va avoir l'impôt sur les successions sur ces retraites américaines à payer en France. Et en plus de ça, mes héritiers vont devoir payer un impôt sur le revenu aux États-Unis sur les plans de retraite qui vont percevoir que je leur ai transmis. Donc là, on a la double peine. Donc bien faire attention à cela, hein, j'insiste bien. Il y a certaines personnes qui, souvent, on a beaucoup de calls en ce moment en disant qu'ils veulent rentrer. À partir du moment où vous rentrez vivre en France, vous êtes redevable de payer votre impôt sur le patrimoine mondial, sur votre patrimoine mondial, impôt sur les successions et donations en France. Donc, il faut anticiper cela. Il ne faut pas le faire du jour au lendemain, il faut l'anticiper. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, quand bien même, attention en ce moment, le fisc français va même à la chasse en ce moment aux gens qui ont fait beaucoup de donations avant de rentrer. Et si ces donations n'ont pas été enregistrées en France, ils essaient de dire « Ah ben non, mais moi, il faut qu'elles soient actées en droit français ». Donc, on recommande beaucoup aux gens qui souhaitent faire des transmissions, des donations, ou qui en ont fait dans le passé ou qui souhaitent en faire d'autres avant de rentrer en France, d'acter ces donations quand ils sont en France, parce que le fait de pouvoir acter ces donations va permettre, ça sera plus compliqué au fisc français de le challenger parce que ça prouvera que la donation a été effectuée quand ces personnes n'étaient pas domiciliées fiscalement en France. Tout à fait. Alors, je pense qu'on va prendre encore, on a de plus en plus de questions. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va reprendre toutes vos questions à tête reposée et on y répondra de façon individuelle. Alors, juste deux questions supplémentaires qui reviennent énormément dans la conversation, Olivier, lorsque je donne la nue propriété d'un bien en France. Lui, la famille Lefort donne la nue propriété de son bien immobilier. Si je suis résident fiscal US, est-ce que je dois le déclarer aux États-Unis? Et si oui, comment fonctionne le système de step-up? Oui, alors, donc déjà, la première chose, oui, parce que c'est une donation d'un droit que vous faites. Alors, d'un point de vue américain, ça va être considéré comme une donation d'un droit futur, mais c'est quand même une donation présentement qui est évaluée. Donc, en fait, la donation qui va être déclarée en France va falloir être déclarée sur le formulaire fiscal 709, hein, dans ce qu'on appelle la gift tax return. Donc, vous allez déclarer la valeur de cette nue propriété dans cette déclaration de donation en France. Et par la suite, ce qui va se passer, c'est que au moment de votre décès, le jour où vous n'êtes plus là, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, le démembrement n'est pas reconnu en tant que tel, ça n'existe pas aux États-Unis, enfin sauf en Louisiane, et les courtes caisses qui ont été données, qui ont été publiées, considèrent que le démembrement est comme un life estate aux États-Unis. Ça veut dire que c'est un gift of future interest qui présente la chose suivante, c'est que au moment de votre décès, le jour où vous n'êtes plus là, on va prendre la valeur du bien immobilier à ce moment-là. Donc, imaginons que ce bien immobilier, vous avez donné à une propriété pour $100 000 de votre vivant sur une valeur qui était de 500 000. Au moment où vous décédez, le bien vaut 1 million. Pour le fisc américain, à ce moment-là,
on va considérer que cette succession est actée puisque la personne devient pleinement propriétaire, le bénéficiaire de ce bien. Donc, on va déclarer sur la déclaration de succession, qui est le formulaire 706, 1 million de dollars. On va y déduire d'1 million de dollars la donation passée qui est afférente à cela, 100 000 dollars. Donc, en fait, c'est 900 000 dollars qui sera déclarable sur votre patrimoine de transmission. Mais l'avantage, c'est que ce million de dollars sera la base fiscale du bénéficiaire. Ça veut dire qu'on aura ce qu'on appelle le step-up, on va apurer la plus-value. Donc, quand bien même ce bien immobilier qui vaut 1 million de dollars, vous l'aviez acheté pour 500 000 dollars, d'un point de vue américain, vos enfants qui, eux, sont américains, s'ils revendent ce bien immobilier le lendemain et ils le vendent pour 1 million de dollars, il n'y aura pas d'imposition sur la plus-value puisqu'on aura eu ce qu'on appelle le step-up. Et ça, c'est l'avantage que le démembrement ne soit pas reconnu parce qu'on va réintégrer sur votre patrimoine de succession la valeur, ce qu'on appelle la fair market value, au moment de votre décès de ce patrimoine immobilier, de cette patrimoine immobilier qui était démembré. Mais n'oubliez pas que dans l'esprit du fisc américain, ce bien immobilier, c'est comme s'il n'existait. Tant que le bénéficiaire n'en a pas la pleine propriété, c'est comme s'il n'existait pas. Il n'y avait pas de donation qui était actée. Pour le fisc américain, c'est juste la donation d'un droit et d'un droit futur. Donc, on va déclarer ce droit dans le formulaire 709, mais on va recapter la valeur du bien immobilier au moment de votre décès à ce moment-là. Mais ça va nous permettre de faire ce fameux step-up. En fait. Parfait. Alors, je pense qu'on a plus de 150 questions. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous répondre déjà de façon personnalisée. Et deux, pour toutes les personnes, on a beaucoup de questions, des personnes qui demandent est-ce que c'est possible de vous exposer notre situation et voir comment optimiser notre structure patrimoniale. Donc effectivement, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On a mis le QR code. Le rendez-vous sera bien sûr avec Olivier et moi-même. Dans le cadre de ce webinaire, on offre un premier bilan patrimonial. Bien sûr, l'objectif, c'est que vous puissiez voir comment mettre en place avec votre propre stratégie la succession, la stratégie la plus optimale. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On pourra rentrer dans le détail de votre situation et vous montrer comment on se structure. Un mot sur le cabinet, USA France Financial, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un cabinet de gestion privée ici aux États-Unis. On s'est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des Français ou Franco-Américains. On accompagne nos clients dans la plupart de leurs problématiques patrimoniales, bien sûr sur l'aspect de placement, investissement, mais aussi, comme on l'a vu aujourd'hui, sur l'aspect successoral ou l'aspect retraite. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Ce sera un plaisir de revoir votre situation de façon personnalisée et voir comment vous pouvez vous structurer de façon plus optimale possible. Olivier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Merci. Non, merci à tous. Donc, tu as tout expliqué. Donc, effectivement, comme tu le dis, on pourra mettre en place cette stratégie de mise en place du patrimoine et surtout de bien anticiper et de préparer en amont. Hein. C'est important de préparer en amont. Il y a beaucoup d'alternatives, beaucoup de solutions aux États-Unis qui existent. Mais il faut être préparé, il faut l'anticiper, en fait. Donc, comme tu le dis, on sera, avec plaisir, on sera là pour faire un rendez-vous. Et on va envoyer un mail de suivi. S'il y a beaucoup de questions sur comment prendre rendez-vous, on va envoyer un mail de suivi. Vous aurez un lien pour booker un rendez-vous avec nous. Est-ce que la présentation sera envoyée ? Non. On peut pas, pour des questions régulatoires, on ne peut pas envoyer nos slides. Mais par contre, encore une fois, si vous souhaitez voir tous les outils qu'on a vus aujourd'hui de façon personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Ce sera un plaisir d'échanger ensemble. Très bien. Bon, parfait. Merci encore à tous. Merci à l'UFE, merci à Manuel et merci à toute l'équipe du UFE pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, on vous reverra très prochainement pour une autre thématique. N'hésitez pas à envoyer des suggestions également de thématiques que vous souhaiteriez avoir, qu'on pourrait vous présenter. N'hésitez pas à nous contacter pour cela. On pourra y travailler avec l'UFE également. Tout à fait. Merci à tous en tout cas. Et puis, très bonne journée ou très bonne soirée à tous.